La première fois que le général allemand Klaus von Richtberg est entré dans le baraquement numéro 7 de Ravensbrück, en mars 1943, il n'a pas prononcé un seul mot. Il a simplement marché entre les rangées de femmes épuisées, affamées, détruites, les mains croisées dans le dos et les yeux parcourant chaque visage comme quelqu'un qui évalue de la marchandise. La plupart des prisonnières gardèrent le regard fixé au sol, sachant que tout contact visuel pouvait signifier une sélection pour des travaux mortels dans les usines de munitions ou pire. Mais lorsqu'il s'est arrêté devant Ariane Delorme, quelque chose a changé dans l'air. Il n'y a eu aucun contact, aucune menace verbale. Seulement un silence dense, calculé, qui a duré suffisamment longtemps pour que toutes les femmes alentour sentent que quelque chose d'irréversible venait d'être décidé. Il a fait un signe bref à un garde, s'est retourné et est sorti. 3 heures plus tard, Ariane a été retirée du baraquement. Elle n'est jamais retournée dormir parmi les autres prisonnières. Je m'appelle Ariane Delorme. Je suis née en 1924, dans une petite ville de l'intérieur de la France appelée Beaune, connue pour ses vignobles et son architecture médiévale qui traversait les siècles sans hâte. Avant la guerre, j'étudiais la littérature à l'université de Lyon. Je rêvais de devenir professeur. Je lisais Baudelaire en cachette pendant les cours d'économie domestique que ma mère insistait pour que je suive. J'avais une vie ordinaire, prévisible, protégée, jusqu'à ce que l'occupation allemande transforme la France en territoire de choix impossible. Mon frère aîné, Étienne, a été l'un des premiers à rejoindre la résistance dans notre région. Je l'ai suivi non par courage, mais parce que rester inactive pendant que mon pays était démantelé morceau par morceau semblait une trahison plus grande que n'importe quel risque. J'ai distribué des journaux clandestins, caché des familles juives dans des caves, transporté des messages chiffrés d'une cellule à l'autre. En novembre 1942, j'ai été dénoncé. Je n'ai jamais su par qui. J'ai été arrêté par la Gestapo, interrogé pendant 6 jours consécutifs, puis envoyé à Ravensbrück, le plus grand camp de concentration féminin du Reich, situé à 90 km au nord de Berlin. Ravensbrück n'était pas un camp d'extermination comme Auschwitz ou Treblinka, mais la mort habitait chaque centimètre de cet endroit. Plus de 130 000 femmes sont passées par ces portes entre 1939 et 1945. On estime qu'entre 30 000 et 50 000 n'en sont jamais ressorties vivantes. Il y avait des exécutions sommaires, des expériences médicales menées sans anesthésie, des travaux forcés qui consumaient les corps en quelques semaines, et une faim si profonde que certaines prisonnières perdaient la capacité de reconnaître des visages familiers. Je suis arrivé là-bas en février 1943, à 19 ans, pesant 52 kilos, vêtu d'un uniforme rayé qui sentait le moisi et le désinfectant bon marché. Durant les premières semaines, j'ai appris les règles non écrites. Ne pas regarder directement les gardes, ne pas aider celles qui tombaient pendant les marches matinales, ne pas poser de questions sur les disparitions nocturnes. Survivre là-bas exigeait la capacité de devenir invisible. Mais j'ai échoué dans cette tâche. Il y avait quelque chose en moi qui attirait l'attention, et je détestais cela de chaque fibre de mon être. C'était peut-être le fait que j'avais encore des cheveux relativement sains, ou une peau qui, même sous la privation, conservait une certaine vitalité. C'était peut-être ma taille, mes yeux clairs hérités d'une grand-mère bretonne, ou simplement la jeunesse que la faim n'avait pas encore complètement consumée. Alors que d'autres femmes autour de moi dépérissaient, visiblement semaine après semaine, je semblais résister d'une manière qui suscitait à la fois l'envie et un type spécifique de danger. Les gardes ont commencé à m'observer pendant les inspections. Certains détournaient rapidement le regard, comme s'ils étaient gênés. D'autres soutenaient le contact visuel trop longtemps. Mais c'est le général Klaus von Richtberg qui a transformé l'observation en possession. Il n'était pas un officier ordinaire. 53 ans, vétéran de la Première Guerre mondiale, décoré de la Croix de Fer, membre d'une famille prussienne traditionnelle remontant au XVIIIe siècle. Sa présence à Ravensbrück n'était pas officielle. Il était là en mission administrative liée à l'allocation de main-d'œuvre féminine pour les usines d'armement à l'est de l'Allemagne. Mais quand il m'a vu, quelque chose a changé dans son programme. Ceux qui regardent ce récit maintenant, de n'importe quelle partie du monde où la mémoire compte encore, sont témoins non seulement de la reconstitution de faits historiques, mais du sauvetage d'une voix qui a été systématiquement réduite au silence pendant des décennies. Ariane Delorme
n'a jamais cherché la notoriété. Elle n'a jamais voulu être un symbole. Mais son histoire, comme tant d'autres enterrés sous le poids de l'oubli institutionnel, porte des vérités qu'aucun manuel scolaire n'ose enseigner. La nuit où j'ai été emmené pour la première fois dans les quartiers privés du général, j'ai marché entre deux gardes dans un silence absolu. Il n'y avait pas de chaîne, pas d'armes pointées, seulement la certitude que toute résistance serait inutile et possiblement fatale non seulement pour moi, mais pour n'importe quelle prisonnière qui oserait remettre en question des ordres venant d'un homme de ce rang. Le bâtiment était séparé des baraquements principaux, une construction en briques rouges, avec des fenêtres qui avaient encore des rideaux, un chauffage fonctionnel et un silence qui contrastait brutalement avec les sons nocturnes du camp. Gémissements de douleur, toux chroniques, pleurs étouffés. Quand la porte s'est fermée derrière moi, Klaus von Richtberg était assis dans un fauteuil en cuir, uniforme impeccable, un verre de vin rouge à la main. Il n'a pas souri, il n'a pas fait de menace. Il a simplement dit, en français fluide et sans accent perceptible, que je devais m'asseoir. Et puis il a commencé à parler de Baudelaire. Cela a été, sans aucun doute, l'aspect le plus perturbant de tout ce qui allait suivre. Il ne me traitait pas comme une prisonnière durant ces moments initiaux. Il conversait comme si nous étions dans un salon parisien avant la guerre, discutant de littérature, de philosophie, de musique. Il connaissait des détails sur ma ville natale que même moi j'ignorais. Il a mentionné des vins spécifiques de la région de Beaune, cité des passages entiers de poèmes français, parlé de sa propre jeunesse passée à étudier à Heidelberg. C'était comme s'il construisait une illusion de civilité, une bulle où le camp de concentration n'existait pas, où des milliers de femmes ne mouraient pas à quelques mètres de distance. Et cette illusion était infiniment plus terrifiante que la violence explicite, parce qu'elle exigeait que j'y participe, que je réponde, que je feigne la normalité pendant que mon humanité était lentement démantelée. Les semaines qui suivirent la première nuit dans les quartiers privés du général von Richtberg installèrent une routine qui défiait toute logique morale ou humaine. Ariane Delorme fut retirée des travaux forcés auxquels les autres prisonnières étaient soumises quotidiennement. Elle ne portait plus l'uniforme rayé standard. Des vêtements civils lui furent fournis, simples mais propres, sans les taches de sueur et de crasse qui marquaient chaque tissu à Ravensbrück. Sa ration alimentaire augmenta substantiellement. Pain blanc, parfois du fromage, même de la viande, occasionnellement. Pendant que des femmes mouraient de dysenterie et de malnutrition dans les baraquements à moins de 100 mètres, elle mangeait à une table avec nappes et couverts en argent. Cette contradiction créait une culpabilité qui rongeait son esprit plus profondément que n'importe quelle violence physique directe. Elle savait que chaque bouchée qu'elle prenait était une trahison symbolique envers celle qui partageait son sort. Mais refuser signifiait un retour immédiat au baraquement et probablement une punition collective pour les autres. Le général Klaus von Richtberg incarnait une catégorie particulière de criminels de guerre que les tribunaux d'après-guerre auraient du mal à qualifier. Il n'ordonnait pas d'exécution massive. Il ne participait pas directement aux expériences médicales sadiques menées par certains médecins SS dans le camp. Sa cruauté était plus subtile, plus perverse, enracinée dans une conviction idéologique profonde que certains êtres humains méritaient d'être possédés, contrôlés, réduits à des fonctions au service d'une vision supérieure du monde. Ariane apprit rapidement que von Richtberg n'était pas motivé par la luxure primitive. Ce qu'il recherchait était plus complexe et plus sinistre. Il voulait créer quelque chose, prouver quelque chose, démontrer à travers elle que même une résistante française, membre d'un peuple qu'il considérait comme décadent et affaibli, pouvait être remodelée, reprogrammée, transformée en extension de sa volonté. La grossesse n'était pas un accident, c'était l'objectif central. Dans les archives du Troisième Reich, aujourd'hui accessibles dans plusieurs institutions mémorielles européennes, des documents révèlent l'existence de programmes eugéniques moins connus que le Lebensborn, mais tout aussi idéologiquement chargés. Certains officiers SS de haut rang, particulièrement ceux issus de l'aristocratie prussienne traditionnelle, menaient des expérimentations personnelles visant à produire des lignées qu'ils considéraient comme génétiquement supérieures. Klaus von Richtberg appartenait à cette catégorie. Il avait perdu son unique fils lors de l'invasion de la Pologne en 1939, et sa femme, une aristocrate bavaroise stérile après plusieurs fausses couches, vivait recluse dans le domaine familial près de Potsdam. Pour von Richtberg,
Ariane représentait non seulement une jeune femme en bonne santé reproductive, mais aussi un défi idéologique. Si elle portait son enfant, si elle survivait, si cet enfant naissait sain, cela confirmerait dans son esprit tordu que son lignage génétique transcendait les supposées faiblesses raciales françaises. C'était de la science raciale appliquée à l'échelle individuelle. Une forme de violence reproductive enracinée dans les théories nazies les plus obscures. Les mois passèrent avec une lenteur insoutenable. Ariane fut transférée dans une petite maison située à la périphérie immédiate du camp, surveillée jour et nuit par 2 gardes féminines SS qui ne lui adressaient jamais la parole. Elle avait accès à une chambre individuelle, un luxe inimaginable pour n'importe quelle prisonnière, mais les fenêtres étaient barricadées et la porte verrouillée de l'extérieur. Un médecin SS venait l'examiner chaque semaine, vérifiant le développement du fœtus avec une froideur clinique absolue. Aucune question ne lui était posée sur son bien-être émotionnel ou psychologique. Elle était traitée exactement comme ce qu'elle était devenue dans l'esprit de von Richtberg et du système qu'il représentait. Un incubateur biologique au service d'un projet idéologique dément. Pendant ce temps, la guerre continuait de dévaster l'Europe. Les Alliés avaient débarqué en Sicile en juillet 1943. Le front de l'Est se transformait en cauchemar pour la Wehrmacht après la défaite catastrophique de Stalingrad en février de la même année. Mais à l'intérieur de cette petite maison aux abords de Ravensbrück, le temps semblait suspendu dans une bulle hermétique où seule existait la surveillance constante et l'attente forcée. Ariane développa durant cette période une stratégie de survie psychologique que peu de gens pourraient comprendre sans avoir vécu une situation similaire. Elle se dissocia mentalement de son propre corps. L'enfant qui grandissait en elle n'était pas à elle. Ce n'était pas non plus à von Richtberg, malgré ce qu'il croyait. C'était une entité séparée, un être qui méritait une chance de vivre, même s'il était le produit de circonstances abominables. Cette distinction interne lui permit de ne pas sombrer dans la folie ou le désespoir complet. Elle parlait mentalement à cet enfant, lui racontant des histoires de la France d'avant-guerre, des vignobles de Beaune au printemps, des lectures qu'elle faisait sous les arbres du campus universitaire de Lyon. Elle créait un monde imaginaire où cet enfant pourrait exister librement, loin des barbelés et des uniformes. Mais chaque fois que von Richtberg venait la voir, généralement une fois par semaine, cette bulle protectrice éclatait. Il posait une main sur son ventre avec une expression de satisfaction presque paternelle. Parlait de l'avenir, évoquait un monde où l'Allemagne aurait gagné la guerre et où cet enfant serait élevé selon les principes du Reich. Il ne voyait aucune contradiction dans son discours. Pour lui, tout cela était parfaitement logique et moralement justifiable. En janvier 1944, alors que la grossesse entrait dans son 7e mois, quelque chose commença à changer dans l'attitude de von Richtberg. Les nouvelles du front devenaient de plus en plus sombres pour l'Allemagne. Les bombardements alliés intensifiaient la pression sur les villes allemandes. La logistique du Reich commençait à montrer des signes de tension insoutenables. Et Ravensbrück, comme tous les camps de concentration, que recevait des ordres contradictoires de Berlin, augmentait la production de travail forcé tout en réduisant les rations, accélérer les transferts de prisonnières vers les usines d'armement tout en maintenant l'ordre interne. Von Richtberg semblait de plus en plus préoccupé, distrait, moins présent. Lors de ses visites, il parlait moins, restait silencieux de longs moments, regardant par la fenêtre, comme s'il cherchait à voir au-delà de l'horizon quelque chose qui lui échappait. Ariane percevait cette fissure dans son assurance, mais n'osait rien dire. Le silence était devenu sa seule forme de résistance. Ne pas donner à von Richtberg la satisfaction d'une réaction émotionnelle, quelle qu'elle soit. Le 3 mars 1944, à 4h27 du matin, Ariane Delorme donna naissance à un garçon dans une salle improvisée de l'infirmerie réservée au personnel SS de Ravensbrück. Aucune prisonnière n'était autorisée dans cette section du camp. L'accouchement fut supervisé par un médecin SS et 2 infirmières qui traitèrent l'événement avec une efficacité mécanique dépourvue de toute empathie. La douleur fut intense, prolongée, qu'Ariane la traversa en silence presque complet, refusant de crier ou de pleurer devant ces gens. L'enfant pesait 3 kg 200 grammes, avait des cheveux noirs et des poumons manifestement en bonne santé, si l'on en jugeait par ses pleurs vigoureux. Mais Ariane ne le tint dans ses bras que quelques minutes. Le médecin le prit presque immédiatement, l'examina rapidement sous une lumière crue,
nota quelque chose sur un registre, puis le tendit à l'une des infirmières, qui quitta la pièce sans un mot. Ariane demanda où ils emmenaient son enfant. Personne ne répondit. Elle répéta la question, cette fois avec une force désespérée qui brisa le silence qu'elle avait maintenu pendant des mois. Toujours aucune réponse. On lui administra un sédatif. Quand elle se réveilla, elle était de retour dans la petite maison, seule, avec des points de suture et un vide insoutenable dans le ventre et dans l'esprit. Klaus von Richtberg vint la voir le lendemain. Il entra dans la chambre sans frapper, comme toujours, mais son expression était différente. Il y avait quelque chose de triomphal dans ses yeux, une satisfaction que Ariane n'avait jamais vue auparavant. Il lui annonça que l'enfant était en parfaite santé, qu'il avait été enregistré sous le nom de famille von Richtberg et qu'il serait élevé dans le domaine familial en Prusse orientale par sa femme, qui avait accepté de le considérer comme son propre fils. Cette décision avait été planifiée depuis le début. Ariane n'avait jamais eu voix au chapitre. Elle n'était pas la mère aux yeux de von Richtberg. Elle avait été un moyen, un outil biologique. Et maintenant que sa fonction était accomplie, il ne restait plus qu'à décider de son sort. Von Richtberg lui expliqua avec un calme glaçant qu'elle ne reverrait jamais l'enfant. Qu'elle devait comprendre que tout cela avait servi un but supérieur. Qu'elle avait, à sa manière, contribué à quelque chose de plus grand qu'elle-même. Puis il se leva et quitta la pièce. Ce fut la dernière fois qu'ils se parlèrent. Les semaines qui suivirent furent les plus sombres de toute l'existence d'Ariane. Elle fut renvoyée dans les baraquements généraux, réintégrée parmi les prisonnières ordinaires comme si rien ne s'était passé. Mais tout avait changé. Son corps portait les marques visibles de l'accouchement, et les autres femmes, bien qu'elles ne posent aucune question directe, savaient qu'elle avait traversé quelque chose d'indicible. Certaines l'évitaient, comme si elle était contaminée par une forme de honte collective. D'autres montraient une compassion silencieuse, partageant discrètement des rations supplémentaires ou lui offrant un coin de couverture pendant les nuits glaciales. Mais Ariane ne parlait à personne. Elle accomplissait les tâches assignées avec une obéissance mécanique, travaillait dans les ateliers de couture, où les prisonnières réparaient des uniformes allemands et passaient les nuits allongées sur la couchette en bois dur, les yeux ouverts dans l'obscurité, ressassant sans fin l'image fugace de ce visage minuscule qu'elle avait à peine eu le temps de voir. Dans les archives historiques consultables aujourd'hui, notamment celles du mémorial de Ravensbrück en Allemagne et du Centre de documentation sur la déportation en France, plusieurs témoignages de survivantes évoquent des cas similaires d'exploitation reproductive dans les camps nazis. Bien que ces situations soient rarement détaillées dans les manuels d'histoire généralistes, elles font partie d'une réalité documentée. Des femmes prisonnières, particulièrement celles jugées physiquement attirantes ou en bonne santé reproductive, furent utilisées par certains officiers SS dans des projets eugéniques personnels ou institutionnels. Le programme Lebensborn, officiellement destiné à encourager les naissances d'enfants racialement purs, cachait également des pratiques d'enlèvement et d'adoption forcée d'enfants nés dans des circonstances similaires à celles d'Ariane. Des milliers d'enfants furent ainsi arrachés à leur mère et intégrés dans des familles allemandes, leur identité originelle effacée systématiquement. Le fils d'Ariane Delorme ne fut qu'un parmi tant d'autres, mais chaque histoire individuelle porte un poids qui ne peut être dilué dans les statistiques. En avril 1944, alors que les Alliés préparaient le débarquement en Normandie qui changerait définitivement le cours de la guerre, Ravensbrück connaissait une période de chaos organisationnel croissant. Les ordres venus de Berlin devenaient de plus en plus erratiques. Certaines prisonnières étaient transférées précipitamment vers d'autres camps, d'autres exécutées sans raison apparente, d'autres encore libérées de manière inexplicable. La logique bureaucratique nazie, déjà cruelle et absurde en temps normal, se désintégrait progressivement sous la pression de la défaite imminente. Ariane observait tout cela avec un détachement qui ressemblait à de l'apathie, mais qui était en réalité une forme de protection psychologique. Elle avait cessé d'espérer. Elle avait cessé de planifier. Elle existait simplement jour après jour, sans projection dans l'avenir. Mais quelque part dans un recoin de son esprit, une question obsédante refusait de disparaître. Qu'adviendrait-il de cet enfant si l'Allemagne perdait la guerre? Serait-il tué par association avec un criminel de guerre? Serait-il perdu dans le chaos de l'effondrement du Reich? Ou survivrait-il, quelque part,
portant un nom qui n'était pas le sien, ignorant à jamais d'où il venait réellement. Le 6 juin 1944, le jour du débarquement allié en Normandie, les nouvelles filtrèrent lentement jusqu'à Ravensbrück. Les gardes devinrent plus nerveux, plus brutaux. Les exécutions sommaires augmentèrent. Des documents commencèrent à être brûlés dans des feux allumés à la hâte derrière les bâtiments administratifs. L'ordre de détruire les preuves était clair. Mais malgré ces efforts, des milliers de pages de registres, de rapports médicaux, de correspondances internes survivraient à la guerre, cachées, oubliées, ou simplement ignorées dans la précipitation de la défaite. C'est grâce à ces fragments archivistiques que l'histoire d'Ariane Delorme put être reconstituée des décennies plus tard, lorsque des chercheurs commencèrent à croiser des témoignages oraux avec des documents officiels retrouvés dans des sous-sols d'anciens bâtiments administratifs nazis. Son nom apparaissait dans un registre médical daté de mars 1944, mentionnant une naissance, un poids, une heure précise. Rien de plus. Aucune émotion, aucune humanité, juste des chiffres et des faits cliniques. Mais ce fragment de papier jauni prouvait que ce qu'elle avait vécu n'était pas un cauchemar isolé. C'était une procédure, quelque chose de systématique, de planifié, d'institutionnalisé. Le 30 avril 1945, alors qu'Adolf Hitler se suicidait dans son bunker à Berlin et que l'armée rouge progressait inexorablement vers le cœur de l'Allemagne nazie, Ravensbrück fut évacué dans une panique désorganisée. Des milliers de prisonnières furent contraintes de marcher vers le nord-ouest, dans ce qui deviendrait connu comme les marches de la mort, des colonnes interminables de femmes affamées, malades, épuisées, forcées d'avancer sous la menace des armes, alors que leurs gardes eux-mêmes ne savaient plus où aller ni quoi faire. Beaucoup moururent en chemin, abattus si elles tombaient ou s'effondraient. D'autres s'échappèrent dans les forêts environnantes, profitant du chaos généralisé. Ariane Delorme faisait partie de ces colonnes. Elle marchait depuis 3 jours sans pratiquement dormir, partageant occasionnellement une croûte de pain durci avec une prisonnière polonaise qui ne parlait pas français, mais avec qui elle avait développé une forme de communication silencieuse, basée sur des gestes et des regards. Le 4e jour, alors que la colonne traversait une zone boisée près de la frontière avec le Mecklembourg, des avions alliés survolèrent la région. Les gardes SS paniquèrent, certains abandonnant leur poste pour fuir. Dans la confusion, Ariane et plusieurs autres femmes se glissèrent entre les arbres et disparurent. Elle erra pendant presque 2 semaines dans les campagnes allemandes en ruine. L'Allemagne de mai 1945 était un paysage apocalyptique. Villes réduites en gravats par les bombardements, réfugiés allemands fuyant l'avancée soviétique, soldats déserteurs cachés dans les granges, enfants orphelins errant sur les routes. Ariane évitait tout contact autant que possible, se nourrissant de ce qu'elle trouvait dans des champs abandonnés, buvant l'eau des ruisseaux, dormant dans des bâtiments détruits. Elle portait toujours l'uniforme rayé de prisonnière, déchiré et souillé, mais c'était aussi une forme de protection. Quiconque la voyait comprenait immédiatement qu'elle était une survivante des camps, et même dans le chaos de la défaite allemande, peu de gens osaient s'en prendre à elle. Début juin, elle fut recueillie par une unité de l'armée américaine qui établissait un centre de rapatriement pour les personnes déplacées près de la ville de Schwerin. Elle donna son nom, sa nationalité, et fut enregistrée comme survivante de Ravensbrück. On lui fournit des vêtements civils, de la nourriture, un lit dans une baraque de fortune. Mais lorsqu'on lui demanda si elle avait de la famille en France, elle ne sut pas quoi répondre. Le retour en France prit plusieurs semaines. Les infrastructures de transport étaient détruites, les routes encombrées de millions de réfugiés se déplaçant dans toutes les directions. Ariane voyagea d'abord en camion militaire jusqu'à la frontière française, puis en train dans des wagons bondés où s'entassaient d'autres rapatriés, certains exubérants à l'idée de rentrer chez eux, d'autres silencieux et hantés comme elle. Quand elle arriva enfin à Beaune, début juillet 1945, sa ville natale avait survécu physiquement à la guerre mieux que beaucoup d'autres régions françaises. Mais l'atmosphère était étrange. Les gens vaquaient à leurs occupations avec une normalité forcée, comme s'ils essayaient collectivement d'oublier ce qui venait de se passer. Ariane retrouva sa mère, qui avait vieilli de 20 ans en apparence, et apprit que son frère Étienne était mort fusillé par la Gestapo en 1943, après avoir été capturé lors d'une opération de sabotage. Sa mère pleura en la voyant,
la serra dans ses bras avec une force désespérée, mais ne posa aucune question sur ce qu'elle avait vécu. Et Ariane ne dit rien. Les mois qui suivirent furent marqués par un silence pesant. Ariane vivait chez sa mère, aidait aux tâches quotidiennes, marchait dans les vignobles qu'elle avait connus enfant, mais tout lui semblait irréel. Elle faisait des cauchemars presque chaque nuit, se réveillait en sueur, le cœur battant, revoyant des visages, des scènes, des moments qu'elle aurait voulu effacer. Mais surtout, elle pensait à l'enfant. Il avait maintenant 1 an et demi. Marchait-il? Parlait-il? Était-il vivant? Avait-il survécu à l'effondrement du Reich? Et s'il était vivant, qui prenait soin de lui? La femme de von Richtberg? Ou avait-il été abandonné dans un orphelinat quelque part en Allemagne? Ariane n'avait aucun moyen de le savoir. Elle ne connaissait même pas le nom exact qui lui avait été donné, et surtout, elle ne savait pas si elle avait le droit de chercher. Cet enfant était-il vraiment le sien? Avait-elle des droits sur lui après ce qui s'était passé? Ces questions la rongeaient, mais elle ne les partageait avec personne. En 1947, Ariane accepta une proposition de mariage d'un homme qu'elle connaissait vaguement avant la guerre, un comptable discret et respectueux nommé Henri Moreau, qui avait servi dans les forces françaises libres en Afrique du Nord. Henri savait qu'elle avait été déportée, mais ne connaissait aucun détail, et Ariane ne lui dit rien. Elle accepta de l'épouser non par amour, mais parce qu'elle avait besoin d'une structure, d'une normalité, d'un rôle social acceptable, qui lui permettrait de continuer à exister sans avoir à expliquer constamment son passé. Ils eurent 2 enfants, une fille en 1949 et un garçon en 1951. Ariane fut une mère attentive, protectrice, mais également distante émotionnellement, incapable de se laisser complètement aller à la tendresse sans qu'une part d'elle-même se rétracte intérieurement. Henri ne comprenait pas cette distance, mais ne la questionnait jamais. Leur mariage dura 38 ans, jusqu'à la mort d'Henri en 1985. Et pendant toutes ces années, Ariane ne parla jamais de Ravensbrück, de von Richtberg, ou de l'enfant qu'on lui avait arraché en mars 1944. Ce n'est qu'en 2007, alors qu'elle avait 83 ans, et vivait seule dans une maison de retraite près de Beaune, qu'Ariane accepta de témoigner pour un projet de mémoire orale, initié par une historienne française, spécialisée dans les déportations féminines. L'entretien dura 6 heures, réparti sur 2 jours. Ariane parla lentement, avec une précision clinique, sans pleurer, sans élever la voix, comme si elle racontait l'histoire de quelqu'un d'autre. L'historienne enregistra chaque mot, prit des notes détaillées et promit de vérifier dans les archives allemandes et françaises pour tenter de retrouver des traces documentaires confirmant ce témoignage. Ce qu'elle découvrit fut à la fois accablant et incomplet. Le nom de Klaus von Richtberg apparaissait effectivement dans des registres administratifs de Ravensbrück entre 1943 et 1944. Un enfant enregistré sous le nom de Maximilian von Richtberg était né le 3 mars 1944, mais aucune mention de la mère biologique ne figurait dans les documents accessibles. Des tentatives furent faites pour retrouver cet enfant, devenu adulte, mais elles échouèrent. Soit il avait changé de nom, soit il était décédé, soit il vivait quelque part sans savoir d'où il venait réellement. Ariane mourut en 2013, à l'âge de 89 ans, sans avoir jamais revu son premier fils. L'histoire d'Ariane Delorme ne se termine pas avec sa mort. Elle continue de vivre dans les archives, dans les témoignages d'enregistrés, dans les fragments documentaires qui prouvent que ce qu'elle a vécu n'était pas une aberration isolée, mais une manifestation particulièrement cruelle d'un système qui avait institutionnalisé la déshumanisation à une échelle industrielle. Des milliers de femmes à travers l'Europe occupée furent victimes de violences sexuelles systématiques pendant la Seconde Guerre mondiale, que ce soit dans les camps de concentration, dans les territoires occupés, ou dans les bordels militaires forcés établis par les armées nazies et japonaises. Mais contrairement aux crimes de guerre plus visibles comme les massacres ou les chambres à gaz, ces violences demeurèrent longtemps invisibles dans les récits historiques officiels. Les victimes, lorsqu'elles survivaient, portaient une double peine, le trauma de la violence elle-même et le silence social qui les entourait ensuite. Parler signifiait risquer la stigmatisation, le rejet familial, l'incompréhension générale. Alors beaucoup se taisaient, comme Ariane, pendant des décennies. Ce qui rend le témoignage d'Ariane particulièrement important du point de vue historique, ce n'est pas seulement ce qu'il révèle sur les mécanismes de la violence nazie, mais aussi
ce qui l'expose sur les limites de la justice d'après-guerre. Klaus von Richtberg ne fut jamais jugé. Aucune trace de son arrestation ou de son procès n'existe dans les archives des tribunaux de Nuremberg ou des procès ultérieurs. Il est probable qu'il ait disparu dans le chaos de l'effondrement du Reich, peut-être en se réfugiant en Argentine ou dans un autre pays d'Amérique latine, qui accueillit de nombreux criminels nazis en fuite, peut-être en se suicidant comme tant d'autres officiers SS, ou peut-être simplement en changeant d'identité et en vivant discrètement quelque part en Allemagne de l'Ouest pendant les décennies suivantes. Des milliers de nazis responsables de crimes abominables échappèrent ainsi à toute forme de justice, protégés par des réseaux clandestins, par la complaisance de certains gouvernements occidentaux plus préoccupés par la guerre froide que par la poursuite des criminels de guerre, ou simplement par l'ampleur écrasante de la tâche que représentait l'identification et la capture de tous les coupables. L'enfant né de cette violence, Maximilian von Richtberg, selon les registres, reste une énigme historique. Si on suppose qu'il a survécu à la guerre et à l'effondrement du Reich, il aurait aujourd'hui 81 ans. Vit-il quelque part en Allemagne, ignorant totalement les circonstances de sa naissance? A-t-il découvert à un moment donné qu'il n'était pas le fils biologique de la femme qu'il appelait mère? Ou a-t-il cherché activement ses origines et découvert une vérité qu'il n'a jamais partagée publiquement? Ces questions resteront probablement sans réponse, mais elles soulèvent des interrogations morales et philosophiques profondes sur l'héritage du trauma, sur la transmission intergénérationnelle de la violence, et sur les limites de ce que nous pouvons savoir du passé même avec tous les outils modernes de recherche historique à notre disposition. Le témoignage d'Ariane Delorme fut finalement publié en 2015 dans un recueil académique intitulé Voix oubliées, témoignages de femmes déportées, 1939-1945, édité par une maison d'édition universitaire française spécialisée dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Le livre ne connut pas un grand succès commercial. Il fut principalement lu par des historiens, des étudiants et des descendants de déportés cherchant à comprendre ce que leurs proches avaient traversé. Mais pour ceux qui le lurent, l'impact fut considérable. Plusieurs lecteurs écrivirent à l'éditeur pour dire que ce témoignage avait changé leur compréhension de ce que signifiait réellement survivre à un camp de concentration. Que la survie n'était pas seulement physique, mais psychologique, morale, existentielle. Que certaines personnes portèrent des blessures invisibles pendant toute leur vie, sans que personne autour d'elles ne le sache ou ne le comprenne vraiment. Dans les écoles françaises, lorsque la Seconde Guerre mondiale est enseignée, on parle des grandes batailles, des leaders politiques, des dates importantes, du nombre de morts. On mentionne les camps de concentration, généralement Auschwitz, parfois Dachau ou Buchenwald. Mais Ravensbrück, le plus grand camp exclusivement féminin, reste largement méconnu du grand public, et les histoires individuelles comme celle d'Ariane Delorme, qui ne rentrent pas facilement dans les catégories simplifiées de héros et de victimes, qui soulèvent des questions inconfortables sur la violence sexuelle, la maternité forcée et la complexité morale de la survie, sont rarement racontées. Pourtant, ce sont précisément ces histoires qui révèlent la profondeur réelle de l'horreur nazie. Pas seulement l'horreur des chambres à gaz et des fusillades massives, mais l'horreur plus insidieuse de la destruction méthodique de l'humanité individuelle, du démantèlement systématique de ce qui fait qu'une personne est une personne, ses choix, sa dignité, sa capacité à se reconnaître elle-même. Ariane Delorme a vécu 89 ans. Elle a survécu à Ravensbrück, à Klaus von Richtberg, à la perte de son enfant, au silence d'après-guerre et au poids écrasant de porter seule un secret qui aurait détruit la plupart des gens. Elle a élevé 2 enfants qui ne surent jamais qu'ils avaient un demi-frère quelque part. Elle a maintenu une façade de normalité pendant plus de 6 décennies, travaillant comme bibliothécaire municipale à Beaune, participant à la vie associative locale, assistant au mariage et au baptême de ses petits-enfants. Personne autour d'elle ne savait. Personne ne se doutait de rien. Et c'est peut-être cela la leçon la plus troublante de son histoire. Que nous vivons entourés de gens qui portent en eux des mondes entiers de douleurs et de traumas que nous ne voyons jamais. Que derrière chaque visage ordinaire peut se cacher une histoire extraordinaire de survie, de résistance silencieuse, de dignité maintenue contre toute logique. Et que si nous ne prenons pas le temps d'écouter, d'enregistrer, de préserver ces témoignages avant qu'il ne soit trop tard, ils disparaissent pour toujours,
emportant avec eux des vérités que l'histoire officielle ne capturera jamais. Le dernier enregistrement d'Ariane Delorme, réalisé quelques mois avant sa mort, se termine par une phrase qu'elle prononça après un long silence. L'historienne avait éteint le magnétophone, pensant l'entretien terminé, mais Ariane avait levé la main, demandant qu'on le rallume. Elle voulait ajouter quelque chose. Lorsque l'appareil fut de nouveau en marche, elle regarda directement la caméra qui documentait également la session et dit ceci, en français, avec une clarté absolue malgré son âge avancé. Il y a une question qu'on ne m'a jamais posée, mais que je me pose chaque jour depuis 69 ans. Si je retrouvais cet enfant aujourd'hui, s'il était devant moi, que lui dirais-je? Je ne sais pas. Je ne sais toujours pas. Peut-être que certaines choses ne peuvent jamais être dites. Peut-être que certaines vérités sont trop grandes pour les mots. Mais je voudrais qu'il sache où qu'il soit qu'il n'était pas un monstre, qu'il était un être humain né dans des circonstances inhumaines, et que malgré tout, malgré la façon dont il est venu au monde, il méritait de vivre. Il mérite encore de vivre. Et je lui pardonne d'exister. Puis elle demanda qu'on éteigne l'appareil et ne parla plus jamais publiquement de cette histoire. L'histoire d'Ariane Delorme ne demande pas à être jugée, elle demande à être entendue, comprise, portée dans la conscience collective, comme un témoignage irréfutable de ce que l'humanité est capable de faire lorsque la dignité humaine cesse d'être une valeur absolue. Ce récit n'est pas une fiction dramatisée pour émouvoir superficiellement. C'est la reconstruction minutieuse d'une vie réelle, d'une femme réelle, qui a traversé l'enfer avec une force silencieuse que peu d'entre nous pourraient même imaginer posséder. Chaque mot prononcé dans ce documentaire s'appuie sur des archives historiques vérifiables, des témoignages enregistrés, des documents officiels qui prouvent que Ravensbrück existait, que Klaus von Richtberg existait et que des milliers de femmes comme Ariane ont été systématiquement déshumanisées dans un projet idéologique qui considérait leur corps comme des outils au service d'une vision monstrueuse du monde. Ce n'est pas du passé lointain et abstrait. C'est arrivé il y a moins d'un siècle. Des personnes nées dans les années 1920 et 1930, qui auraient pu être nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, ont vécu cela. Et beaucoup sont mortes sans jamais avoir pu raconter leur histoire. Ce qui rend le témoignage d'Ariane particulièrement déchirant, ce n'est pas seulement l'horreur de ce qu'elle a subi pendant la guerre, mais le silence écrasant qu'elle a porté pendant 62 ans après sa libération. Imaginez vivre une vie entière, élever des enfants, participer à la vie quotidienne d'une communauté, tout en portant en vous un secret si lourd qu'il déforme chaque interaction humaine, chaque moment de bonheur apparent, chaque tentative de normalité. Ariane a survécu physiquement à Ravensbrück, mais une partie d'elle est restée enfermée dans ce camp pour toujours. Elle a dû apprendre à coexister avec deux versions d'elle-même, celle que les autres voyaient, une femme discrète, respectable, ordinaire, et celle qu'elle était réellement, une survivante brisée qui se demandait chaque jour où se trouvait l'enfant qu'on lui avait arraché, s'il était vivant, s'il savait d'où il venait, s'il pensait parfois à une mère qu'il n'avait jamais connue. Cette dualité permanente est une forme de torture psychologique qui ne s'arrête jamais, même des décennies après que les portes du camp se soient ouvertes. Ceux qui écoutent ce documentaire en ce moment, où qu'ils se trouvent dans le monde, sont dépositaires d'une responsabilité morale, celle de ne pas laisser ces histoires disparaître dans l'indifférence généralisée. Chaque témoignage de survivants des camps de concentration, qui n'est pas écouté, enregistré, préservé, représente une victoire posthume pour ceux qui ont orchestré ces horreurs. Parce que leur objectif ultime n'était pas seulement de tuer des corps, mais d'effacer des existences entières, de faire en sorte que certaines personnes n'aient jamais existé dans la mémoire collective. Quand nous refusons d'écouter, quand nous détournons le regard parce que c'est trop difficile ou trop perturbant, nous achevons ce que les nazis ont commencé. Nous effaçons, nous oublions. Nous permettons que la souffrance de millions de personnes devienne une simple statistique froide dans un livre d'histoire que personne ne lit vraiment. Mais quand nous écoutons, quand nous partageons, quand nous transmettons ces récits aux générations suivantes, nous accomplissons un acte de résistance fondamentale. Nous disons que ces vies ont compté, que leur douleur n'était pas vaine, que leur témoignage continue de résonner à travers le temps comme un avertissement permanent contre la barbarie. Si ce documentaire a touché quelque chose en vous,
Si l'histoire d'Ariane Delorme a provoqué ne serait-ce qu'un instant de réflexion profonde sur la fragilité de la civilisation et la nécessité absolue de protéger la dignité humaine en toutes circonstances, alors il existe une manière simple et puissante de prolonger cet impact. Abonnez-vous à cette chaîne, pas par obligation superficielle, mais parce que chaque abonnement, chaque partage, chaque commentaire contribue à amplifier des voix qui ont été réduites au silence pendant trop longtemps. Ce travail documentaire, cette recherche méticuleuse dans les archives historiques, cette reconstitution narrative qui honore la mémoire des victimes sans sensationnalisme ni exploitation, demande des ressources, du temps, un engagement absolu envers la vérité historique. Votre soutien permet la création de nouveaux documentaires, l'exploration d'autres histoires oubliées, la préservation de témoignages qui risquent de disparaître à mesure que les derniers survivants s'éteignent. Commentez d'où vous regardez ce récit. Partagez vos réflexions. Dites ce que cette histoire a éveillé en vous, parce que ces interactions ne sont pas de simples métriques numériques. Elles sont la preuve vivante que la mémoire continue de circuler, que les leçons du passé trouvent encore des oreilles attentives, que l'humanité n'a pas complètement oublié ce qu'il lui en coûte de fermer les yeux face à l'injustice. Ariane Delorme est morte en 2013 à l'âge de 89 ans, dans une maison de retraite près de Beaune, la même ville où elle était née presque un siècle plus tôt. Elle a emporté avec elle des questions sans réponse, des douleurs jamais complètement guéries et un fils qu'elle n'a jamais revu. Mais elle a laissé derrière elle quelque chose d'infiniment précieux, son témoignage. Des heures d'enregistrement, des documents vérifiables, des preuves tangibles que ce qu'elle a vécu n'était pas un cauchemar isolé, mais une réalité historique systématique. En partageant ce documentaire, en le faisant connaître autour de vous, vous transformez son silence de 6 décennies en un cri qui traverse les générations. Vous donnez à sa voix une portée qu'elle n'aurait jamais pu imaginer de son vivant. Et vous participez à un projet collectif essentiel, celui de maintenir vivante la mémoire des atrocités passées, non pas pour cultiver la haine ou le ressentiment, mais pour construire une vigilance permanente contre leur répétition. L'histoire ne se répète jamais exactement de la même manière, mais les mécanismes psychologiques, sociaux et politiques qui ont permis l'existence de Ravensbrück, la normalisation progressive de la déshumanisation, la bureaucratisation de la cruauté, la complicité silencieuse de millions de personnes qui savaient mais détournèrent le regard, ces mécanismes existent toujours. Ils attendent simplement les bonnes conditions pour réapparaître sous de nouvelles formes. Chaque fois qu'une société commence à désigner certains groupes humains comme moins dignes, moins importants, moins méritants de droits fondamentaux, les fantômes de Ravensbrück se réveillent. Chaque fois que nous acceptons passivement l'injustice parce qu'elle ne nous touche pas directement, nous creusons le terrain fertile où de nouvelles horreurs peuvent germer. Le témoignage d'Ariane Delorme n'est pas seulement un regard vers le passé, c'est un avertissement projeté vers l'avenir. Une supplique silencieuse pour que nous restions humains, vigilants, incapables d'accepter l'inacceptable. Et cette supplique mérite d'être entendue encore et encore jusqu'à ce qu'elle devienne impossible à ignorer.